Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news avec notamment le Google I.O. où ils ont annoncé le Pixel 7a, leur téléphone pliable ainsi que leur nouvelle tablette. On donne des news au niveau carte graphique, notamment le prix supposé de la RX 7600, ça c'est plutôt intéressant, et pas mal d'autres news en tout genre. Donc vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Alors, avant de commencer réellement le Tech Sama Show, j'ai une petite news à la chaîne et c'est le fait que nous avons le Computex qui arrive très prochainement. C'est fin mai, début juin. C'est un événement en rapport avec tout ce qui est un petit peu hardware, informatique et technologie. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais surtout du hardware. Hein. Vraiment, vous avez tous les grands constructeurs de cartes graphiques, cartes mères, PC même et tout ça. Et donc, il y a aussi pas mal de news qui sont souvent annoncées lors du Computex, notamment peut-être des nouvelles cartes graphiques ou des nouveaux processeurs. Je serai présent pour le Computex cette année-ci. Et donc, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez voir de contenu sur le Computex? Voulez-vous voir des vidéos plus sur les trucs vraiment intéressants, les trucs innovants, mais est-ce que vous voulez aussi voir peut-être une vidéo sur les trucs un peu what the fuck, des trucs un peu bizarres au niveau technologique? Dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez absolument voir. Si vous savez qu'il y a une marque présente au Computex et que vous voulez absolument que je traite cette marque, n'hésitez pas aussi à me le dire. Peut-être c'est une marque que vous trouvez innovante ou qui est vraiment respectueuse des consommateurs et vous voulez voir un petit peu ce qu'ils ont à présenter, peut-être même récupérer quelques informations de la part de leur porte-parole. Dites-le moi dans les commentaires. Donc ça, ce sera, comme j'ai dit, fin mai, début juin. Donc les vidéos sortiront début juin, basiquement, quand je serai au Computex. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, passons à la première news de la semaine, et c'est évidemment le fait que nous avons eu le Google I.O., où Google a présenté notamment le premier truc, et qui est le Pixel 7a. Le Pixel 7a ne remplace pas le Pixel 6a, il va se placer un petit peu au-dessus à 450$, donc ça devrait être pratiquement 500€ en Europe ici. Le Pixel 6a, lui, baisse de prix, même s'il avait déjà en réalité baissé de prix, mais il va baisser en dessous des 400€, 400$. Normalement 350$ d'ailleurs, donc ça devrait être très intéressant pour l'acheter. Et voilà à quoi ressemble le Pixel 7a, donc il reprend un peu le design des Pixel 7, mais dans une version un petit peu plus simple, évidemment, plus facile à fabriquer. Et il a quand même des petites upgrades intéressantes par rapport au Pixel 6a, notamment le fait que vous avez un écran 90 Hz. Le Pixel 6a avait seulement du 60 Hz et c'était un petit peu dommage. C'était pas hyper grave, mais c'était un petit peu dommage. Ici, vous profiterez de 90 Hz. S'utilise aussi la nouvelle puce Tensor de chez Google G2. Donc, c'est la même que vous avez dans les Pixel 7, évidemment, et Pixel 7 Pro. Un peu plus de RAM, un nouveau GPU. Niveau stockage et batterie, c'est à peu près la même chose. Donc, ça n'a pas grandement changé. Mais au niveau capteur photo, c'est là qu'il va avoir une petite intégration parce que le Pixel 7a utilise un nouveau capteur 64 mégapixels dont on ne sait pas la provenance. Je vous rappelle que le Pixel 6a utilisait le bon vieux Sony IMX363. C'est le capteur que vous avez eu dans la plupart des vieux Google Pixel, vieux avec des grosses guillemets. Et c'est un capteur qui maîtrise parfaitement et du coup, il donne des très bonnes photos malgré qu'il est hyper vieux. Et on a aussi un autre grand angle différent de 13 mégapixels contre 12,2. Donc, on ne sait pas trop ce que vont donner ces capteurs. Google gère vraiment bien au niveau photo, donc en toute logique, ça devrait être le cas sur ce téléphone, mais on ne sait pas trop ce qu'il donne pour le moment. Et basiquement, le téléphone est très similaire, un peu plus lourd. Vous avez la charge sans fil qui a été rajoutée, 5 watts maximum, c'est pas grand chose, mais bon, et un prix de 499$. On verra le prix en euros, ce sera peut-être en réalité au-dessus de 500€ en vrai. Donc, ouais, et comme vous pouvez voir, le Pixel 6 a un nouveau prix. Donc, ouais, c'est globalement une version améliorée du Pixel 6a. Donc, il faudra voir si ça justifie ces upgrades. Surtout au niveau photo, je pense que c'est là que ça va être la grosse interrogation. Parce que si ça se révèle être que le capteur 64 mégapixels est mal utilisé, il vaudrait mieux prendre le Pixel 6a, honnêtement. Même s'il n'a qu'un écran de 60 Hz. Ensuite, nous avons enfin la news comme quoi Google Bard va être disponible pour le test public. Donc, les gens vont pouvoir actuellement l'utiliser. Google Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google qui est censée concurrencer Bing Chat et ChatGPT. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Ce qu'on avait vu des premières previews de Google n'était pas hyper encourageant non plus. Donc, il faudra voir s'ils ont rattrapé un petit peu leur retard ici. Chose bizarre, du coup, 180 pays auront accès à du coup Google Bard,
Donc vous pourriez vous dire, oh, ben, forcément l'Europe. Non. Aucun des pays européens n'aura accès à Google Bard, ou en tout cas aucun des pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, ben, vous l'avez déjà dû le voir avec ChatGPT, il y a un gros problème que ChatGPT collecte les données de tout ce qu'on leur met dedans, et ça enfreint notamment le GDPR de l'Union européenne, qui est, je vous rappelle, la loi de protection des données des citoyens européens. Du coup, ben, Google ne prend pas le risque. Ici, ils n'ont même pas sorti en Europe pour éviter du coup des problèmes avec les législateurs européens ainsi que les différents pays. Donc, ça arrivera. Il faut le savoir, ils vont faire en sorte que ça arrive, mais ils doivent faire en sorte que Google Bard respecte le GDPR. Donc ça, il faudra voir comment ils vont le faire exactement. Selon moi, ça va être peut-être un peu compliqué pour certains aspects, mais on verra bien. Donc, il rappelle d'ailleurs ici Ars Technica que ChatGPT avait eu des problèmes en Italie ainsi qu'en Allemagne, donc c'est justement pour ça que ça arrivait. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera. C'est surtout les Américains qui vont pouvoir tester, ou si vous utilisez un VPN, je suppose, vous pourrez tester, voir un petit peu ce que ça donne. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose, mais bon, on verra bien. Ils ont d'ailleurs un truc que... Ils ont montré Google Bard pour Gmail, ça c'est assez logique. Vous voyez, genre Google Bard écrit un mail pour vous, vous êtes en mode « Oh, tu peux m'écrire un mail à mon boss que je pourrais pas être disponible demain parce que... » Et puis tu donnes une raison comme ça. Et puis Google Bard écrit un magnifique mail, beaucoup plus présentable, quoi. Donc c'est pratique, mais évidemment, ça veut dire qu'il peut scanner vos emails et tout ça, mais voilà. Ça c'est bien, hein. Ça me dérange pas trop. Après, il y avait aussi l'intégration dans Google Docs, c'est logique aussi. Mais ça fait un peu l'impression, moi ça me donne l'impression qu'ils essayent de rattraper Microsoft là-dessus. Moi, ce que j'aimerais tellement voir pour Google Bard, c'est imaginer Google Bard dans Google Maps. Tu vas par exemple, je sais pas moi, tu vas à Paris. Tu te dis, ah, j'ai une journée à Paris, j'ai envie de visiter Paris. Google Bard, qu'est-ce que je dois visiter à Paris? Et là, tu as Google Bard qui est en mode, tu devrais visiter mais il te fait une liste. Et tu peux être en mode, j'ai pas envie de visiter ça. Ceux-là, par contre, je vais les visiter. Fais-moi un itinéraire. Et dans Google Maps, du coup, il te dit, OK, le meilleur moyen de visiter, c'est de commencer par celui-là parce que tu viens de telle gare. Il sait déjà le détecter. Tu viens de telle gare. Donc, visite celui-là en premier. Tu peux prendre tel métro pour aller à celui-là. Et il te fait l'itinéraire parfait, quoi. Et peut-être même aussi, il prévoit pour le temps de midi, tiens, tu seras à ces environs-là. Je te recommande ce restaurant-là aussi, selon tes préférences du passé, que tu as été souvent à des pizzerias. Je te recommande une pizzeria. Ou peut-être un restaurant qui est assez connu à Paris. Et donc, comme ça, imaginez ça, ce serait génial, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça j'ai déjà vu, moi j'aime bien faire ça, moi j'aime bien quand je vais quelque part, je me prévois mon petit itinéraire, vous voyez, je suis en mode, je vais aller visiter ça. Mais il y a des gens, ils savent pas du tout faire ça, mais alors vraiment pas du tout. Et aussi, ils sont très mauvais pour utiliser Google Maps. Donc, Google Bard, s'ils étaient capables de faire ça, ce serait génial pour ces gens-là, parce que ça leur donnerait la possibilité de faire toutes les visites qu'ils veulent sans trop se préoccuper. Et ils pourraient avoir des options où tu pourrais dire à Google Bard, j'ai envie de me la couler douce, tu vois, j'ai envie de visiter calmement. Donc prévois moins de visites, mais des visites essentielles. Et ils pourraient le faire, quoi. Pour moi, là, ce serait la force, justement, d'intégrer vraiment une IA dans Google Maps, mais bon, on verra bien s'ils feront ça dans le futur. Une chose est sûre, s'ils le feraient, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient beaucoup plus intéressés par Google Bard. Ensuite, nous avons la Pixel Tablet qui a été aussi annoncée et qui est sortie du coup. La Pixel Tablet, comme vous pouvez voir, est une tablette Android d'une dizaine de pouces qui a aussi fourni avec ce dock, on peut dire, cette base qui permet de l'accrocher et de la recharger, mais aussi qui permet du coup de l'utiliser un petit peu comme un Google Home. Le Google Home qui est aussi un autre appareil de Google qui permet un peu de contrôler votre Smart Home. Donc c'est plutôt intéressant dans le design et tout. Il y a juste un petit problème, c'est qu'aux États-Unis, elle est disponible à $499 avec apparemment la base. Donc ça va. Mais en Europe, je ne sais pas pourquoi, elle coûte 679 €, si je me souviens bien, sur le site français de Google. Et là, je suis en mode... What? 679 € pour une tablette Google qui est... Alors, elle a des specs respectables, hein. Comme vous pouvez voir, elle a un écran pratiquement 11 pouces, 60 Hz, 2560 pixels par 1600. On a la puce Tensor Core G2 qui est dans les Pixel 7. Pas mal de RAM, pas mal de stockage.
Donc franchement, au niveau spec, ça va. C'est une tablette, je dirais, plus milieu de gamme, haut du milieu de gamme. Mais pour 679 euros, vous savez ce que vous avez pour 679 euros? Vous avez un iPad Air avec une puce M1 qui, genre, défonce cette tablette. Et pour pratiquement la moitié du prix, vous avez l'iPad de base à 350 euros qui est aussi plus puissant, hein, parce qu'il utilise encore, il me semble que c'est une puce. Est-ce que c'est une puce A13 ou A14 qui est actuellement dans l'iPad? Je ne sais plus. La puce est bien plus puissante que la puce G2 de Google et l'écosystème iPad est plus développé. Ça, je peux vous le dire. Il y a pas mal de trucs sur Android, aucun problème, mais l'écosystème iPad est juste bien mieux développé parce qu'il y a tout simplement plus d'iPad en circulation que limite de tablettes Android, j'ai l'impression. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'applications qui marchent extrêmement bien sur iPad. Il y a même des applications faites pour iPad. Donc là, rien que pour le prix en Europe, aux États-Unis, 499 $, ok. Mais en Europe, 679 euros, je ne suis pas convaincu. Je dirais que les seules personnes qui seraient convaincues, c'est peut-être si vous avez déjà tout un écosystème Google et que vous vouliez acheter le Google Home, mais peut-être prenez plutôt ça, comme ça vous fait aussi une tablette à la fois. Mais sinon, ouais, moi je vois pas trop l'intérêt, franchement. Surtout pour ce prix-là. C'est vraiment le prix le problème. Ensuite, nous avons aussi le fait que Google a annoncé le Pixel Fold. J'en avais déjà parlé dans les précédentes news et ma conclusion va rester la même ici. C'est que le problème du Google Fold, c'est qu'il coûte très cher. Il est vendu le même prix qu'un Galaxy Z Fold 4, en tenant compte aussi que vous avez le Z Fold 5 qui va arriver dans même pas 2 mois en toute logique, qui devra arriver pendant l'été et qui sera certainement encore plus amélioré, mais même si on tient compte que du marché actuel, c'est le même prix qu'un Galaxy Z Fold 4, il y a quand même quelques trucs qui sont positifs pour ce Pixel Fold, notamment le fait qu'il est très compact, il est très fin par exemple, et vous avez l'une des plus grosses batteries dans un de ces téléphones-là, avec 4821 mAh. Le Galaxy Z Fold 4 notamment a une batterie de 4400 mAh, donc c'est-à-dire que du coup, Pixel Fold devrait durer plus longtemps au niveau batterie. Enfin, en toute logique. Après, je sais que le Z Fold 4 utilise la nouvelle puce de Snapdragon qui était gravée par TSMC, qui est beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Donc ça a amélioré beaucoup de choses pour le Fold 4. Donc il faut voir si le G2 qu'il y a dans ce téléphone fera mieux. C'est le Google Tensor G2, donc la puce maison de chez Google. On a 12 Go de RAM, pas mal de stockage et aussi évidemment un setup caméra respectable qui vient des Pixel 7 et qui se débrouillera plutôt bien parce qu'on sait que Google gère plutôt bien ça. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est juste le prix parce que le Pixel 7, même Pro, est vendu moins cher que les modèles équivalents Samsung. Genre, l'équivalent d'un Pixel 7 Pro chez Samsung, ce serait le S22 Plus, par exemple, qui est vendu 1100, 1200 euros. Et le Pixel 7 Pro est genre vendu 900 euros. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Mais par contre, là, le Pixel Fold est juste vendu le même prix qu'un Galaxy Z Fold. Donc je suis en mode, pourquoi prendre ça au-dessus du téléphone de Samsung qui est plus raffiné, qui est mieux maîtrisé, et c'est la 4e génération qu'ils font, donc ils ont déjà maîtrisé un petit peu les petits problèmes des téléphones pliables. Donc ouais, je ne suis pas convaincu. Il faudra avoir un test, peut-être qu'il est quand même très bien construit et qu'il rattrape sans problème le Galaxy Z Fold, mais moi à ce moment-là, déjà, moi je ne prendrais pas un téléphone à 1700 $, 1800 euros. Surtout un téléphone pliable qui a un écran en plastique. Moi, je veux un téléphone pliable comme ça, vous voyez, avec ce format-là, pas le flip. Hein. Je veux un vrai fold pour le même prix qu'un téléphone haut de gamme. Là, ce sera intéressant. Et je veux qu'il soit résistant. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas ça. Mais si vous seriez dans le marché pour ce genre de téléphone, moi, j'attendrais le Galaxy Z Fold 5, en fait. Il sort dans même pas 2, 3, voire 3 mois. Et genre, en toute logique, il sera bien meilleur. Samsung va forcément faire des améliorations d'ici là, mettre un nouveau processeur et tout ça. Donc, yep, je ne suis pas convaincu personnellement. Ensuite, on passe à des news totalement différentes. Ici, avec MediaTek qui, c'est une rumeur, pourrait avoir des GPU NVIDIA. Vous
Oui, c'est assez étonnant, mais du coup, MediaTek serait peut-être en négociation avec Nvidia pour avoir des GPU de la marque directement intégrés à leur processeur mobile ARM. Donc, c'est pour des processeurs mobiles ARM. Ce n'est pas pour faire des trucs hyper puissants ou autre chose. Donc, c'est au final des GPU que vous avez dans les puces Tegra. La puce Tegra, notamment, que vous avez dans la Nintendo Switch. Bon, depuis, Nvidia a sorti plusieurs autres puces Tegra qui sont plus puissantes, il faut le savoir, dont une de ces puces pourrait être utilisée pour faire une éventuelle Switch 2, Switch Pro, Switch Plus, Switch 3DS, peu importe le nom que va donner Nintendo, qui sera certainement ridicule. Bref, dans tous les cas, ce sera le même genre de GPU que vous aurez dans la puce MediaTek. Donc ça, c'est très intéressant parce que, je le redis encore et encore, pour moi, actuellement, le marché mobile est un peu bizarre. Genre, le marché PC fixe, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que le processeur ne sert pas à grand chose. Et du coup, on donne de plus en plus d'importance au GPU. On encode maintenant des vidéos avec le GPU. On fait des rendus 3D avec le GPU plutôt que de le faire entièrement avec le CPU. Vraiment, le CPU, maintenant, il se la coule douce dans pas mal de tâches. Mais au niveau mobile, par contre, c'est toujours le CPU qui fait tout. Ou une partie intelligence artificielle ou autre chose. Mais ils n'utilisent pas assez le GPU. C'est assez étrange quand même. Donc là, ça me donne un petit peu plus de... Ça me rend content de voir qu'il y a des marques qui essayent quand même d'aller un peu plus haut niveau GPU, surtout mobile, et de faire un vrai GPU puissant pour le mobile. Les puces Tegra, alors la partie CPU, comme dans la Switch d'ailleurs, n'était pas hyper impressionnante, on va être très honnête. D'ailleurs, la partie CPU de la Switch est l'un des plus gros limiteurs de la Switch à l'heure actuelle. Genre vraiment, la Switch a des problèmes à cause du CPU, pas forcément du GPU. Et le GPU justement de Tegra a tenu bon pendant des années. Il a fallu des années, littéralement 2-3 ans avant que les GPU que vous avez dans des processeurs haut de gamme pour téléphone mobile arrivent à dépasser ce qu'avait fait Nvidia à l'époque. C'est juste pour montrer quoi. Donc, si on a à nouveau cette petite révolution au niveau GPU, ça pourrait être une très bonne chose. Il faut aussi rappeler le fait que AMD a fait des GPU mobiles pour les puces Samsung et que ce partenariat est censé continuer. Donc on pourra avoir une guerre de GPU Nvidia AMD pour des trucs mobiles, ce qui serait assez intéressant. Donc, yep. Bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera et on verra si ça se confirme déjà. Mais si ça se confirme, ça pourrait être très intéressant pour MediaTek parce que MediaTek a un petit peu de retard, évidemment, par rapport à Qualcomm, mais ils ont quand même des suffisamment bons CPU. S'ils avaient un GPU qui était beaucoup plus puissant que ce que fait Qualcomm, ça pourrait les mettre dans une très bonne position pour notamment tout ce qui est des gros téléphones gamers ou même juste des téléphones que les gens veulent acheter pour aussi jouer dessus. Donc, on verra bien ce que ça donnera, quoi qu'il arrive. Ensuite, on reste dans le domaine d'ARM avec ici la puce M3 de Apple. Il y a des rumeurs comme quoi Apple, en plus de passer à une gravure plus fine, il me semble que c'est du 3 nanomètres qui vont passer sur la puce M3, gravée toujours par TSMC d'ailleurs, ils vont aussi rajouter plus de cœur. Ça semble être la technique qui a été utilisé pendant pas mal d'années, c'est « Ah, tu veux plus de puissance? Rajoute plus de cœur !» Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec les puces M2 et ce qu'ils feraient certainement avec les puces M3. Donc là, on aurait un CPU 12 cœurs, dont 6 cœurs haute performance, 6 cœurs haute efficacité énergétique, contre, pour information, dans la puce M2 Pro, qui serait équivalente à 6 cœurs haute efficacité haute performance et 4 cœurs haute efficacité énergétique. Donc, on a 2 cœurs en plus haute efficacité énergétique, basiquement. On aurait aussi plus de GPU avec 18 cœurs graphiques au lieu de 16 cœurs sur les puces M2 Pro. Et évidemment, plus de mémoire, jusqu'à 36 Go sur la M3 Pro qui serait probablement son nom. On verra bien. Donc, c'est intéressant. Selon moi, Apple a vraiment un énorme avantage avec ses puces mobiles. Après, il faut quand même le savoir, c'est qu'il y a des tests qui ont été conclus qui montrent que d'un point de vue pure performance, Intel et AMD, avec leur nouvelle génération actuellement, arrivent à faire mieux. Et même d'un point de vue efficacité énergétique, en monocœur par exemple, Intel et AMD arrivent à des fois faire aussi bien, voire même mieux que Apple. Donc pour ceux qui se disent « Oh, Apple est des années en avance ou autre chose », pas forcément. Mais là où Apple a une énorme force par contre, c'est que c'est au niveau de l'efficacité énergétique quand on ne fait pas grand-chose. Et
Intel et AMD peuvent être très puissants quand vous avez besoin de faire quelque chose, mais quand vous avez besoin de ne pas faire quelque chose, justement, quand vous avez besoin de ne pas consommer, d'économiser de la batterie, c'est là où Apple domine totalement. Notamment les Mac, pour information, les Mac, c'est pas rare de les voir consommer genre 10 watts au total, quand ils sont juste sur le bureau à rien faire. C'est très, 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 très peu. Un ordinateur portable équivalent avec une puce AMD ou Intel consommerait 20 voire 30 watts en faisant rien sur le bureau. Ce qui est pas grand-chose, mais c'est 2 à 3 fois plus. Donc forcément, votre batterie diminue beaucoup plus vite. Donc, Apple a toujours un énorme avantage là-dessus. Donc, moi, personnellement, je reste toujours très intéressé de ce que fait Apple parce que vraiment, il domine à ce niveau-là, surtout pour les ordinateurs portables. PC fixe, il se ferait assez vite défoncer par des puces AMD ou Intel qui feront mieux si on ne se préoccupe pas trop de la consommation électrique ou autre chose. Mais ouais, on verra bien du coup ce que ça donnera. Les puces M3 sont attendues pour peut-être cette fin d'année sur par exemple des MacBook Air ou autres. Donc il faudra voir ce que ça donnera justement. Il faudra voir aussi ce que ça donne au niveau prix. Apple a des prix assez excessifs sur leurs puces, même M2 à l'heure actuelle. Et pourtant, un autre truc qui y a eu pas mal de reports, c'est que Apple a du mal à vendre leurs puces M2 parce que les puces M1 étaient tellement bonnes que les gens sont juste restés dessus en fait. Et il y avait tellement peu d'avantages à passer une puce M2 que les gens sont juste restés dessus. Et donc, ils ont énormément d'invendus au niveau des puces M2 au point même de stopper la production chez TSMC. Donc, c'est juste pour dire. Donc, on verra si ici, Apple se dit « Oh, on devrait peut-être faire un peu plus. » Parce que c'est un peu... Ils ont fait un saut énorme en passant de Intel aux puces M1. Et puis après, ils sont revenus à la technique Apple. Hein. C'est « Oh, on fait 10% en plus par-ci, 15% en plus par-là chaque année. » Non, s'ils veulent continuer, à mon avis, capturer du marché, ils doivent continuer d'avancer un petit peu plus vite, selon moi. Juste donner 10 à 15% de performance en plus, c'est pas assez. Ensuite, nous avons une vidéo ici de Gamer Nexus, excellente chaîne américaine, donc qui parle anglais, qui a par le passé exposé plusieurs problèmes avec tout ce qui est en rapport avec l'informatique. C'est ceux qui avaient exposé les problèmes des tests que faisait Intel pour leur marketing, notamment quand ils sortaient un CPU, ils faisaient des tests qui étaient totalement biaisés. Donc c'est eux qui ont exposé ça. Ils ont exposé le NZXT H1 qui prenait feu. Ils ont testé rigoureusement, on peut le dire, le connecteur 12 pins d'NVIDIA pour voir d'où était le problème. Et ils ont confirmé que c'était bien un problème d'installation, même si techniquement le connecteur aurait pu être mieux conçu pour que les utilisateurs arrivent à l'installer mieux. Enfin bref, c'est tout un autre débat ça. Ils ont fait énormément de tests comme ça par le passé, et notamment quand il y a eu toute la débâcle avec AMD et leur processeur Ryzen 7000 qui mourait sans aucune raison, ils ont été les premiers à report là-dessus. Pour vous dire, ils ont carrément contacté des gens qui avaient eu ces problèmes, leur a proposé de racheter leur matériel et de payer la livraison et tout ça, pour même plus cher que le prix que ça valait vraiment. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point ils étaient à fond sur le sujet pour vraiment essayer de trouver d'où ça vient et surtout essayer de faire en sorte qu'il y a des reporters indépendants sur le sujet. Parce que si les gens avaient juste renvoyé les pièces aux constructeurs Asus, AMD et tout ça, peut-être qu'on n'aurait pas su exactement ce qui s'était passé parce qu'ils auraient pu cacher en partie la vérité. Donc, ici, ils ont fait énormément de tests là-dessus et notamment, ils ont découvert des trucs vraiment pas bons au niveau de Asus. Il faut le savoir que Asus a fait des trucs assez salauds avec justement ce qui s'est passé pour les Ryzen 7000. Donc, je vous rappelle que les Ryzen 7000, tous les Ryzen 7000, pas juste les versions X3D, ont eu un problème où apparemment la plupart des constructeurs de cartes mères donnaient un V-core trop important, donc le voltage du processeur était trop important quand vous utilisiez les profils AMD Expo, qui sont des profils comparables à Intel XMP. Donc il y a eu cette découverte, tous les constructeurs ont commencé à sortir des BIOS en mode va-vite pour essayer de corriger le problème, limiter la tension du CPU à 1,3 volts. Et Asus, en particulier, sur certaines cartes mères, avait carrément des cartes mères qui montaient à plus de 1,4 volts. Pas juste, on dépasse un petit peu les 1,3 volts recommandés. Non, plus d'1,4 volts sur certaines cartes mères, notamment la X670 Hero, était la pire à ce niveau-là. Elle
elle pouvait dégommer un CPU en un rien de temps tellement elle lui donnait de voltage. Et c'est dû au fait que Asus ne se préoccupait pas à rendre forcément leur plateforme stable. Ils donnaient un maximum de V-Core pour que ce soit stable, basiquement. C'était très mauvais. Ce qui a été découvert par Gamer Nexus ici, c'est que même après une première mise à jour de BIOS bêta de la part de Asus sur cette carte mère en particulier, le V-Core dépassait toujours les 1,3 volts. Donc, c'est-à-dire que Asus a sorti un fixe qui n'a rien fixé. Ils ont aussi découvert que, après aussi qu'Asus ait indiqué aux gens que, oh, les gens, vous faites les choses mal. Vous ne pouvez pas utiliser AMD Expo. AMD Expo, c'est de l'overclocking, c'est de votre faute. Donc, Asus a un peu rejeté la faute sur AMD Expo. C'est justement là où il y a eu tout le débat sur le fait que c'était de la faute d'AMD, alors que pas vraiment, même si AMD aurait dû vérifier ce que faisait leur partenaire, encore une fois. Mais ils ont rejeté la faute sur AMD Expo, alors que Gamer Nexus a testé ça aussi. Ils ont testé de ne pas avoir AMD Expo d'activer, et quand même, la carte mère Asus qu'ils ont testée dépassait les 1,3 volts, sans AMD Expo. Donc là, Asus a été pris de la main dans le sac en train de mentir, basiquement. Mais ça continue, c'est pire encore, parce que quand ils ont sorti des BIOS bêta qui réglaient réellement le problème maintenant, eh bien, ça a été découvert que sur la page des BIOS bêta, c'était indiqué que si vous installez le BIOS bêta, c'est pour vous. Basiquement, si vous avez le moins de problèmes, la garantie ne fonctionnera pas et vous serez dans la misère. Donc, Asus, je répète, Asus a dit que c'est à cause d'AMD Expo. Sauf que on a le problème hors AMD Expo. Donc, c'est-à-dire que vous prenez une carte mère sans rien changer au niveau du BIOS, vous mettez un CPU AMD, il peut mourir. Donc, c'est de la faute d'Asus ici. Asus offre comme solution un BIOS bêta qui est censé fixer le problème. Il a fallu 2 BIOS bêta pour que le problème soit réellement fixé. Et si vous installez ce BIOS bêta, vous perdez la garantie. C'est honteux. Alors, depuis, grâce à cette vidéo de Gamer Nexus, heureusement, Asus est revenu en arrière. Je tiens à quand même préciser, je ne remercie pas Asus d'être revenu en arrière. C'est le strict minimum qu'il pouvait faire. Par contre, je remercie énormément Gamer Nexus d'avoir fait tout ce contenu et surtout d'avoir forcé la main d'Asus là-dessus parce que c'était une honte, franchement. Et du coup, Asus couvrira sous sa garantie si vous avez activé AMD Expo, les profils XMP et aussi le fait que si vous avez utilisé un BIOS bêta. Donc, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui ont installé BIOS bêta comme moi sur ma carte mère Asus, que j'ai acheté moi-même, vous serez couvert sous la garantie, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est le strict minimum, encore une fois. Et il ne faut pas remercier Asus de faire ce qu'ils auraient dû faire dès le début. Non, clairement pas. Moi, je peux vous le dire, là, je suis extrêmement déçu du comportement d'Asus sur ça. J'attends mieux d'une marque qui est censée faire mieux. Asus a sorti pas mal de produits que j'ai beaucoup aimés par le passé, que j'ai acheté par moi-même. Mais ici, en tant que consommateur, que j'ai acheté encore une fois cette carte mère, c'est une X670E ProArt, je me sens juste trahi par Asus en fait. Je me sens vraiment trahi par la marque qui a fait n'importe quoi. Donc, personnellement, je peux vous le dire, ma prochaine carte mère de ma config personnelle ne sera pas une carte mère Asus. Juste par principe de ce qu'ils ont fait ici. Même s'ils sortent les meilleures cartes mères pour la prochaine génération de processeurs AMD, Intel ou autre, je ne prendrai pas une carte mère Asus juste parce qu'ils ont fait ce sale coup. Juste pour leur montrer que non, Asus, tu peux pas traiter tes consommateurs comme ça. Pour certains autres produits Asus, je verrai si je passe à d'autres marques. Mais pour le moment, en tout cas, je fais ce boycott personnel. Je n'appelle pas au boycott, c'est un boycott personnel ici. Je le ferai sur les cartes mères Asus. Et ça m'embête parce qu'actuellement, genre ma table de test a une carte mère Asus, mon PC a une carte mère Asus, j'ai un PC Minitix avec une carte mère Asus. Donc, yep. Et ma seconde carte mère de test pour les tests de processeur AMD et aussi une carte mère Asus. Donc, yep. Je ne pourrais pas toutes les remplacer, mais à terme, j'aimerais toutes les remplacer, honnêtement. Si je peux toutes les remplacer à terme, je le ferai certainement. Donc, yep, passer à d'autres marques. Avoir plus de variété, peut-être avoir des Gigabyte, des MSI et des ASRock. Comme ça, on mélange un petit peu et je teste un petit peu tout. Comme ça me donne aussi plus de possibilités de tester un peu chaque marque et de voir les avantages de chacun et les désavantages de chacun. Mais une chose est sûre, très déçu de la part d'Asus pour ce qu'ils ont fait ici, même s'ils ont corrigé au final leur politique là-dessus, les dégâts sont faits. Les dégâts sont clairement faits et pour moi, c'est juste honteux.
Parce que même s'ils ont changé leur politique, ça n'a rien changé au fait que ils ne respectaient pas du tout les spécifications d'AMD sur les processeurs. C'est de leur faute que des processeurs sont morts. C'est de leur faute que peut-être votre processeur fonctionne encore si vous avez un Ryzen 7000, mais peut-être qu'il y a des dégâts qui ont été faits. Peut-être que votre processeur ne durera pas aussi longtemps parce qu'il y a des dégâts, il y a eu une dégradation du silicium à l'intérieur qui fait que peut-être il va mourir prématurément dans 2 ans, 3 ans. C'est tout à fait probable. Donc, rien que pour ça, Asus, vous devrez avoir honte. Ensuite, nous avons des news sur les RX 7600 qui pourra arriver le 25 mai. C'est une news de Cocoteland, excellent site d'actualité que je vous recommande en français. Ça pourra arriver le 25 mai et aussi pour la modique somme de 349 €, qui est, il me semble, le prix de lancement de la RX 6600, donc c'est logique. La RX 6600, toutefois, maintenant, vous pouvez. L'endroit le plus bas que je l'ai vu à 230 € sur un site belge. C'était incroyable. Enfin bref, elle est plus à 250 sur la plupart des autres sites, donc. Espérons que la 7600 va aussi baisser de prix et atteindre ce genre de prix. Mais en attendant, c'est toutes les informations qu'on a. Évidemment, c'est aussi du coup basé sur le GPU RDNA 3.0 Navi 33 avec 32 CU, 2048 Stream Processor, 32 mode cache. Et surtout, le problème qui va peut-être poser, ça va être un problème pour cette carte, c'est les 8 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits. Ça demande d'être testé. Il y a aussi le fait que la carte est câblée en PCI Express 4.0 x 8. Donc si vous la mettez sur une ancienne carte mère en PCI Express 3.0, vous allez automatiquement les limiter à du 3.0 x 8. C'est moins limitant que ce qu'ils ont fait avec la RX 6400 et 6500 qui étaient limités à du x4, qui était honteux, mais c'est quand même stupide. Je ne sais pas pourquoi AMD continue de faire ça, mais j'ai l'impression qu'ils ignorent totalement le fait qu'il y a des gens encore sur des cartes mères PCI Express 3.0 qui ne veulent pas changer de processeur parce qu'il marche encore très bien et que du coup, ils vont certainement upgrade de GPU et qu'ils veulent un GPU qui fonctionne bien sur leur carte mère en PCI Express 3.0. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est toutes les news qu'on a sur les RX 6700. Personnellement, je n'ai aucun exemplaire de test, je peux vraiment vous le dire, je n'ai aucun exemplaire de test prévu ou autre chose, donc ça m'étonne aussi que ça arrive le 25 mai, personnellement, parce que j'ai rien du tout. Ensuite, nous avons GDP qui a sorti un dock externe équipé d'une RX 7600M XT. Donc c'est techniquement la version mobile de la RX 7600 qu'on a vu juste avant et qui est déjà sortie sur pas mal d'ordinateurs portables. Donc comme vous pouvez voir, nous avons un GDP WinMax 2 ici. C'est basiquement un netbook de 10 pouces. Donc l'écran là fait 10 pouces comme une tablette basiquement, qui est équipé quand même d'un clavier et qui a, comme vous pouvez voir, des joysticks. Donc c'est un appareil très particulier, vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui les utilisent comme petit ordinateur netbook, comme j'ai dit, mais qui est quand même pas mal puissant, parce que vous avez quand même un APU AMD 7848U. Donc c'est un CPU très puissant avec quand même 8 cœurs. Il ne faut pas déconner. Et du coup, il l'utilise comme mini PC comme ça. Je sais qu'il y a certains, par exemple, informaticiens qui mettent Linux dessus et qui, du coup, ça leur fait une mini station de travail Linux. Génial. Et il y en a évidemment qui utilisent ça pour jouer parce qu'il y a des joysticks, donc ils peuvent le tenir en main et jouer avec. Bon, c'est un peu lourd selon moi pour jouer, mais vous pouvez totalement le faire. Donc c'est un peu l'autre spectre des consoles PC portables. Hein. Vous avez le format Switch et vous avez le format comme ça, basiquement. Et du coup, là, vous pourrez brancher un GPU externe qui sert aussi de dock. Comme vous pouvez voir, vous avez de l'HDMI 2.1, du DisplayPort, carte SD, USB et d'autres ports en tout genre qui vous permettront de vraiment l'utiliser en mode docké et donc avoir accès là par contre à un GPU beaucoup plus puissant parce que la 7600M XT est quand même pas mal puissante comme carte graphique, donc ça devrait être plutôt intéressant en fait. Alors le truc que je vois par contre avec tout ça, c'est que honnêtement on est passé de... Je vous rappelle que là quelques années on avait le Thunderbolt 3 avec les GPU externes et du coup c'était pas parfait. Le Thunderbolt 3 était limité à une bande passante de x4 PCI Express 3.0, donc c'était pas assez pour beaucoup de cartes graphiques. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'était universel. N'importe quel appareil Thunderbolt 3 fonctionnait avec n'importe quel dock Thunderbolt 3. Et ça, c'était plutôt cool, y compris même les Mac. Mais maintenant, on en arrive à une situation où tout le monde fait des GPU externes,
Donc personnellement, je suis un peu déçu qu'on ait régressé comme ça, même si ces solutions sont techniquement meilleures, parce qu'elles utilisent des liens plus rapides et tout ça. J'espère qu'on va revenir à une solution universelle, peut-être avec le Thunderbolt 4.0 qui peut monter jusqu'à 80 gigas à la seconde avec certains câbles. Ça permettrait de justement faire tourner des cartes graphiques un petit peu plus puissantes et de justement repasser à quelque chose que tout le monde peut utiliser. Ce serait bien. Ou alors il faudrait que peut-être les marques se mettent d'accord. Ou que par exemple Asus, je vois par exemple ce dock qu'ils utilisent sur notamment la ROG Ally. J'aimerais que ce dock soit utilisable, ou plutôt qu'ils sortent un dock où je peux mettre une carte graphique de PC fixe. Parce que leurs docks propriétaires qui valent 1500 €, très peu pour moi. Ensuite, on a une petite news rapide sur une marque de TV qui va vous vendre cette TV gratuitement. Littéralement, vous pouvez avoir cette TV gratuitement. C'est une télé qui s'appelle Teddy d'ailleurs. Et du coup, vous allez me dire, ok, c'est génial, mais quel est le piège là-dedans? Le piège, c'est que cette TV vient avec une deuxième TV en quelque sorte, une barre d'affichage, comme vous pouvez voir, qui est ultra large mais très peu haute. Et cette barre d'affichage vous permettra d'afficher des informations, l'heure et tout ça, mais surtout vous affichera en permanence des pubs. Yep. Donc vous pouvez avoir cette TV gratuitement, mais en échange, vous devez avoir des pubs sur ce second écran. Ça ne veut pas dire que les pubs feront du bruit ou autre chose, mais vous les verrez, quoi qu'il arrive. Du coup, personnellement, je suis un peu partagé sur ça. Je suis un peu en mode, ok, au moins, la TV est gratuite. Donc là, ils sont honnêtes. Ils sont en mode, ok, le produit, c'est pas la TV. C'est vous le produit, vous avez des pubs. C'est toujours mieux que des marques de TV qui vous vendent des TV très chères et qui rajoutent des pubs dedans. Parce que là, c'est honteux. Vous achetez une TV, vous avez des pubs dedans? Non. Ici, la TV est vraiment gratuite. Et vous avez, en échange, des pubs dedans. Si vous n'aimez pas les pubs, vous pouvez toujours retourner à la TV comme ils le disent. Donc, je suis très partagé là-dessus. D'un côté, je me dis, au moins ils sont honnêtes là-dessus. C'est clair dès le début que vous avez ça en échange de regarder des pubs. Mais à côté de ça, je me dis un peu que ça ressemble à Cyberpunk, où vous avez un affichage de pubs en permanence dans votre baraque, quoi. Donc, yep. Et en plus, ils ont une petite caméra, si je me souviens bien, qui permet de vérifier si vous regardez réellement les pubs. Donc ça aussi, c'est très problématique. Donc, que pensez-vous de ça? Personnellement, je suis très partagé. Et enfin, une petite dernière news très rapide sur le fait que HP a désactivé des imprimantes parce qu'ils ont détecté que ces imprimantes utilisaient des cartouches non propriétaires HP, donc des cartouches tierces, basiquement. Ça a déjà été par le passé le cas que les imprimantes HP mettre des messages d'erreur pour les utilisateurs comme quoi « Oh, vous n'utilisez pas une cartouche HP officielle, vous n'aurez pas la meilleure expérience, tout le tralala, mais vous pouvez quand même imprimer. » Mais ici, on est passé apparemment à la vitesse supérieure parce que HP a mis à jour à distance, il faut le savoir, certaines de ces imprimantes. Donc, si vous avez une vieille imprimante HP, ce ne sera pas le cas certainement, mais si vous avez une imprimante plus récente, ils ont mis à jour cette imprimante en citant le fait que ils fixaient des problèmes de sécurité parce que, selon eux, ces cartouches tierces causent des problèmes de sécurité. Pourquoi? Parce que, et ça c'est de la faute d'HP en réalité, mais n'importe quelle cartouche HP que vous mettez dans votre imprimante a une puce en fait dessus. Il y a une puce, elle est intelligente en fait la cartouche. Et du coup, dans cette puce, vous pouvez cacher des malwares ou autre chose. Et c'est tout à fait réel comme risque de sécurité que vous pourriez mettre une cartouche qui est infectée et infecter votre imprimante. Mais, il faut quand même le dire, ce problème a été créé par HP dès le début parce que HP avait juste à pas faire des cartouches intelligentes. Il suffisait de faire des bêtes cartouches qui avaient pour but de rajouter de l'encre. Ou même mieux encore, pourquoi pas faire un système où vous avez des réservoirs d'encre et vous mettez l'encre vous-même avec une bouteille. Il y a certaines imprimantes qui le font d'ailleurs, ça. Mais, dans tous les cas, pour moi, c'est HP qui a créé le problème et c'est HP qui se plaint du problème. Et en échange, ils enlèvent la possibilité d'imprimer avec ces cartouches tierces. Et comme ça leur fait encore plus de money. Un truc que je ne comprends pas là-dessus, sur cette situation, c'est comment les organismes européens n'ont toujours rien fait au niveau des imprimantes. Ça fait des dizaines d'années que ça existe, tout ça. Qu'on sait très bien que les fabricants d'imprimantes nous mentent, comme quoi les cartouches sont vides, mais en fait, il y a toujours de l'encre dedans. Il y a des vidéos comme ça, vous pouvez les voir sur YouTube. Il y a un mec qui prend des cartouches qui sont censées être vides, il les ouvre et il trouve une quantité d'encre incroyable dedans. Et
juste avec quelques cartouches qui étaient censées être vides, il récupère assez d'encre pour refaire une nouvelle cartouche, basiquement. C'est honteux. Vraiment honteux. Donc ça, j'espère qu'il y a quelque chose qui va être fait. Et là, en particulier, au moins, il devrait avoir une loi européenne qui oblige les constructeurs d'imprimantes à rendre leurs cartouches libres d'accès. N'importe qui pourrait fabriquer des cartouches, selon moi. Et du coup, faire la concurrence à HP, parce que c'est une honte. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien... Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pour le Computex. Et on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!